Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2, ici et maintenant.com sur internet. C'est l'émission La Vague d'OVNI, le mardi soir à partir de 23h, le dimanche de 14h à 16h. L'émission La Vague d'OVNI est une émission proposée et dirigée par Didier Deplège, animée par Alexandre, et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Robert Salas qui interviendra dans quelques instants. Il sera accompagné, traduit, questionné par Gilda Bourdet. Et nous sommes aussi en compagnie en ce début d'émission de Gérard Lebas. Gérard, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre antenne, Gérard. Alors, nos invités sortent tout juste des repas ufologiques parisiens. Robert Salas, ça fait longtemps qu'il devait venir à Paris. C'était prévu depuis longtemps? Non, c'est prévu depuis quelques mois, effectivement. C'est grâce à l'intervention de notre ami Fabrice qui a fait en sorte que le contact s'établisse et nous avons convenu donc de cette soirée spéciale que l'on a programmée et dont on a fait la promotion et qui a rencontré d'ailleurs un succès certain, pour pas dire un certain succès, avec une salle qui était bien remplie et surtout des gens intéressants qui sont venus des quatre coins de l'Europe, je dirais, de Suisse, d'Allemagne et d'autres pays. Nous attendions même quelqu'un qui devait venir de Chine, donc c'est quand même un déplacement relativement exceptionnel. Et cette soirée a été réussie et je remercie Robert Salas de sa venue à Paris et Gildas Bourdet qui a bien voulu, avec Jean-Luc Rivera, faire les traductions, assurer le travail. Et c'était donc une soirée qui a permis à de nombreuses personnes de passer un agréable moment. C'est une soirée de bonheur. Donc les repas ufologiques parisiens vont bien? Les repas ufologiques vont bien, les repas ufologiques de Paris vont bien, il n'y a aucun problème. Nous avons fait 2 repas ce mois-ci, avec une salle de restaurant qui était quand même pleine et comble à chaque fois. Ma foi, c'est comme autrefois, il n'y a aucun changement. Et je dirais que, vu la qualité des invités et le programme que Guy Lothaire, responsable donc, des repas de Paris, met en place pour les mois à venir, eh bien, je crois qu'il n'y a aucun souci à se faire. Et avec le site donc, des repas-ufologiques.com, eh bien, il y a un soutien qui est derrière. Et compte tenu de la popularité des repas de Paris, eh bien, il n'y a aucun problème. Ça va continuer avec une progression qui sera constante. Merci beaucoup Gérard Lebas d'être là avec nous, de nous avoir permis de réaliser cette émission. Et tu l'as dit, le site internet pour avoir toutes les informations sur les repas ufologiques de Paris, c'est? Alors donc c'est le repas-ufologique.com, donc .com, et qui est accessible sur internet sans difficulté. Et tu l'as dit tout à l'heure, Fabrice Bonvin a permis de réaliser ce rendez-vous. Nous allons le recevoir dans quelques instants. Merci à toi Gérard. Merci beaucoup Alexandre, merci pour cet accueil et cette soirée. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2, presque les mêmes participants, sauf que nous a rejoint Fabrice Bonvin, qui va pouvoir dans quelques instants nous présenter nos invités. Fabrice, quel rôle as-tu joué dans la venue de Robert Salas à Paris ? Alors oui, bonsoir Alex. Robert Salas, j'étais en contact avec lui depuis quelques mois, puisque je m'intéresse aux liens, aux relations entre le phénomène OVNI et l'atome et le nucléaire. Et dans le cadre de mes recherches, j'étais aussi en contact avec Robert Hastings, qui a écrit un super bouquin qui fait, je pense, référence sur la question, qui s'appelle UFOs and Nukes. Voilà, et puis j'avais à cœur de mettre en exergue mes dernières recherches pour un article pour une revue bien connue. Et puis donc, c'était pour moi l'occasion d'interviewer Robert Salas, qui est un témoin de premier plan et un activiste aussi, si on peut l'appeler comme ça, de premier plan, pour révéler en fait son expérience et son témoignage sur ce qu'il a vécu en 1967, de l'intérieur en fait du système militaro-industriel américain. Donc voilà, je l'ai interviewé. Après, c'est vrai que Facebook a un petit peu aidé. On s'est contacté sur Facebook et puis là, un jour, il me dit je vais en Angleterre à Rendlesham Forest donner une conférence.
Je vais ensuite passer un week-end ou quelques jours à Paris pour visiter Cité Lumière. Et je me suis dit, je ne peux pas laisser passer l'occasion. Il faut que je le persuade de venir donner une conférence au sein des repas ufologiques, ce qu'il a très, très facilement accepté avec grande gentillesse. Alors nous allons justement parler de l'expérience de Robert Salas dans quelques instants. Je suis ravi de te recevoir à nouveau, Fabrice. Ça fait bien longtemps depuis Châlons-en-Champagne que nous ne sommes pas parlé. Il y a eu une autre émission après, mais on ne s'était pas vu depuis ce moment-là. Donc je suis vraiment ravi. Fabrice Bonvin avec nous, et nous sommes aussi avec Gilda Bourdet qui va donc animer cette émission. Alors c'est presque lui qui va tout faire. Il est aidé par Fabrice Bonvin. Moi je vais me taire dans quelques instants. Gilda, il va faire la traduction, les questions en simultané. Une heure difficile pour vous, Gilda Bourdet, une heure de travail absolu. Bonjour, bienvenue sur notre antenne. Bonjour, ou bonsoir plutôt, ça dépend. C'est mardi soir ou dimanche après-midi. Oui. Gilda Bourdet, Robert Salas, c'est vous qui allez aujourd'hui nous le présenter, lui poser des questions. Robert Salas, pour vous, c'est quelle partie de l'ufologie ? Eh bien, pour moi, Robert Salas est un témoin très important. Et je vais tout de suite, d'ailleurs, lui passer la parole pour qu'il se présente lui-même. Donc, je me tourne vers lui. Alors, nous allons donc traduire. Je vais lui dire en anglais ma question. Il va répondre en anglais. Je vais la traduire. Je vais lui dire en anglais. Je vais traduire. Il va me répondre en anglais. Je vais traduire. On va réussir à gérer le truc. On va faire court et rapide. So, Robert Salas, good evening. And can you... Good evening. Introduce yourself yes. briefly. Pouvez-vous vous introduire brièvement? Yes, briefly. I was a captain in the Air Force, U.S. Air Force, and I was in control of 10 nuclear missiles in 1967 when a UFO disabled those missiles. Alors, j'étais capitaine de l'armée de l'air et j'étais responsable en 1967 d'un site d'une dizaine de missiles nucléaires balistiques intercontinentaux sur la base de Malmstrom, dans le Montana. Malmstrom Air Force Base is Montana, yes. Montana, voilà. Yes. C'est dans le nord, c'est le long de la frontière nord des États-Unis, pour situer. Et alors, il est arrivé quelque chose d'extraordinaire, qui est resté secret pendant longtemps. Something extraordinary happened, which remained secret a long time, but which is now in the open, thanks to you. Yes, thank you. Qui est maintenant, c'est un événement extraordinaire qui est maintenant connu principalement grâce à Robert Salas, qui l'a fini par le dévoiler. Pouvez-vous nous en parler maintenant de ce qui s'est passé? Can you talk about us, to us about what happened? Yes, of course. It happened on March 24th for me, 1967. I was in underground, about 60 feet underground, 20 meters, when I received two phone calls. First phone call, my guard upstairs said there were strange lights flying in the sky. They were making strange maneuvers very fast, but very quiet. They were not airplanes, he said, and wanted to inform me of this, and I didn't pay much attention. And then the next phone call, he was very frightened, screaming into the phone, saying that they were looking at a glowing red object hovering above the front gate. Alors, j'étais donc en poste, dans un poste de commande souterrain du site de missiles. Ce sont des missiles enterrés dans des silos. Et c'était le matin donc, du 24 mars 1967. Et j'ai reçu deux appels téléphoniques. Un premier des hommes qui étaient au niveau du sol, qui ont dit qu'il y avait des lumières étranges qui s'approchaient qui dans le ciel. Et je n'y ai pas prêté tellement attention. Mais il y a eu ensuite, un peu de temps après, un deuxième appel et d'un des gardes qui était vraiment effrayé, qui disait « Oh là là là, il y a un ovni en fait qui s'approche tout près de nous ». So
Then what happened next? Yes, what happened next was he wanted me to tell him what to do, give him orders. I told him not to allow anything inside the gate, of course. And then he hung up the phone, and I was about to tell my commander about the phone calls, and then my missiles started shutting down one at a time. Very quickly, we lost all 10 missiles. Alors voilà, j'ai commencé par lui dire de se calmer, de ne rien, de rien faire, de pas décider de faire quelque chose. Mais très peu de temps après, j'étais en train, j'allais téléphoner et appeler le commandant de la base quand tout d'un coup, les 10 missiles dont j'étais responsable sont tombés en panne les uns après les autres très rapidement. Vous avez dit, je crois, tout à l'heure que c'était passé en 10 secondes. Il y a une dizaine de missiles qui sont tombés en panne. So, can you be more precise? All these 10 missiles shut down in a space of about 10 seconds, right? Yes, very quickly. In about 10 seconds, all the missiles had shut down. Yes. We have a way of asking the system what happened, and the same result for each missile: guidance and control system failure. Alors, nous avions le moyen de savoir qu'est-ce qui se passait, pourquoi il tombait en panne. Et pour les 10 missiles, tous les 10 fusées, ça a été la même réponse, le même diagnostic, c'est qu'il y avait une panne du système de contrôle, de guidage. So, what happens next? What happens next is we also received security lights, meaning possible security problem at the missile site. And we sent guards out to see, investigate. And they report the UFO again over the sites. They were very frightened again. They lost radio contact. We lost radio communication. They came back very frightened. We reported to command post and at the base. And they said that the same thing happened a week earlier. Ouais. Yes. Alors voilà, donc Robert Salas a demandé aux gardes à l'extérieur de regarder ce qui se passait, d'essayer de comprendre ce qui se passait. Et peu de temps après, ils ont rappelé en disant que, de nouveau très effrayés, en disant que ça y est, il y avait un ovni qui était revenu, qui était là, c'était un objet lumineux. Et à ce moment-là, Robert Salas a appelé le commandement de la base pour signaler ce qui se passait, et le commandant lui a dit que le même incident s'était produit une semaine avant, et c'était donc le 16 février sur un autre site, le site Echo. Echo Flight, yes. Le site de Robert Salas, c'était so within 2 Oscar. weeks, yeah, within 2 weeks we lost 20 missiles. I'm sorry, within 1 week, within 8 days, we lost 20 missiles. Echo Flight and 10 Oscar plus Flight. 8, in fact, 10 per flight, yes. 10 per flight. So, en l'espace d'une semaine, le bilan de cette histoire, c'est qu'en l'espace d'une semaine, sur 2 sites de cette base du Montana, parce que c'est très étalé, il faut expliquer que ces bases de missiles sont très étalées pour qu'on ne puisse pas tous les détruire d'un seul coup. Donc ils sont à des kilomètres de distance et ils ne savaient pas ce qui se passait plus loin. Hein. Mais le bilan, c'est que, confirmé par le commandement, par la base, c'est qu'il y a eu sur 2 sites, dans l'espace d'une semaine, 10 missiles qui ont été désactivés, de la même manière, sur le site Oscar et sur le site Echo.
Voilà, je précise que Fabrice aussi peut intervenir lorsqu'il le souhaite pour poser des questions à Robert Salas. Si c'est pas assez clair, oui. Non, c'est très bien. Il me semble que c'est 20 missiles, n'est-ce pas? Au total 20. Au total une vingtaine. 10 par incident. Ouais. Ce qui est complètement énorme et c'est ahurissant. C'est considérable en fait. Ouais. C'est un incident grave. Ça fait assez peur, oui. C'est considérable. It's a rather grave incident, to say the least. Yes. The Strategic Air Command that commanded all the nuclear weapons said it was a grave incident because they didn't understand this incident. The system was very reliable. I was stationed there for 3 years, and I never had any missile fail. So this was very unusual and should not have happened. Ouais. Yes. Donc c'était vraiment un incident très grave. Rien de tel ne s'était produit auparavant. Et le commandement supérieur, le stratégique Air Command, a confirmé que c'était vraiment très grave et que on avait encore. Robert Salas avait passé 3 années à ce poste et il n'avait jamais vu ça. Voilà. Et alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé au cours des mois, des années suivantes, enfin les semaines, les jours, les mois, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? What happened next? During the next days, weeks, months? Yes. What happened next is we were replaced by another crew. They came out and took over the capsule. We had to report to our commander, and the commander could not explain what happened, but they wanted us to sign a document saying we would never speak of this, that it was classified secret. And I could not speak with the guards or anybody else about this. And I didn't speak about this until 1994. And the missiles were not destroyed. They were disabled. The missiles were not destroyed. And after that, there was about 1 day to re-establish them. About 1 day to bring the missiles back on alert status. Okay, I translate this. Donc, les missiles ont été mis hors de service, mais pas détruits. Et il a fallu une journée entière pour les remettre en état. Et ensuite, il y a eu toute une séance ou des séances de débriefing où ils ont eu une instruction, Robert Salas et les autres, de se taire complètement, de ne jamais parler de tout cela. Donc c'est devenu top secret, totalement secret, pendant pas mal de temps. Peut-être que... Oui, je pense là, effectivement, au cas de Virginia, où effectivement, donc il s'agit d'un supposé crash d'OVNI qui a eu lieu en 96, mais c'est juste pour faire un parallèle, je vais arriver. Et effectivement, après l'incident, les membres de certaines équipes de récupération des supposés aliens ont été dispersés aux 4 coins du Brésil de manière qu'ils ne puissent pas parler. Le rideau du secret est tombé très vite. Voilà. Et là, on pourrait se poser la question de savoir s'ils n'ont pas appliqué la même stratégie lors de cet incident. Oui, probablement, oui. Je vais lui poser la question. Who translate? Oui, je vais lui demander. Voilà. Fabrice mentions an alleged crash in Brazil, in Virginia, in 1996, where something similar happened. All the military people were debriefed and were ordered to shut up. So there was a cover-up there too. Yes. So this is a rather classical scenario that. Yes. Le scénario of cover-up. C'est le scénario du cover-up qui est assez classique en fait. But the members after that incident were displaced in various parts of Brazil. So my question is, was the strategy the same during this event? Did some of your colleagues have been displaced in other places? Yes. So you don't talk together? Yes, that's a good point. Alors traduction, oui. Le personnel a été ensuite dispersé un peu partout. Yes, that's true. Many of the guards were sent to Vietnam at the time, but it was very common practice whenever there's an incident involving UFOs to separate
the witnesses so that they don't speak to each other. Donc beaucoup de soldats ont été envoyés au Vietnam, et c'est une pratique courante. Chaque fois qu'il y a une histoire d'OVNI, c'est de disperser tout le monde. La même chose est arrivée à Roswell, d'ailleurs, entre parenthèses. So, perhaps we could accelerate a little bit and come to the situation where all this story was revealed. And I would like you to tell us how it happened. There was an article in the Christian Science Monitor. Well, Ray Fowler. No, I didn't read that article. I read a small paragraph in a book by Timothy Good. In 1994, I read this paragraph, and in that it said that missiles were shut down during a UFO sighting in Montana in 1967. Okay, I translate. Oui, parce que là, ça va être trop long à traduire. Oui, s'il vous plaît, Gilda, oui. Oui. Robert Salas a découvert un petit paragraphe dans le livre que nous connaissons en France, Above Top Secret de Timothy Good, qui est paru en 1994. 1994, no? 1994, yes. Or 84. No, 84. No, 1994. 94. 94. No. Oh, you're talking about when the book was published? No, 1987. When the book was published. When the book was published. But I didn't see it until 1994. Ah, yes. It was published in 1987. Yes. Okay. And you found it in 1984. Yes. It's fantastic. C'est fantastique parce que les choses se dévoilent presque par accident. Donc il a trouvé un paragraphe dans le livre de Timothy Good qui racontait brièvement l'histoire de Madame Thompson. Il a pensé que, ah bon, alors ça devient public. So what did you do next? Next, I was excited. I thought the Air Force had declassified the incident and it was no longer secret. Voilà, j'ai pensé que l'armée de l'air avait déclassifié et que ce n'était plus secret. So I asked an investigator for the Mutual UFO Network to ask the Air Force if they would send me documents. Of course, I told him not to say anything about UFOs. Don't say any word about UFOs. Just ask for documents. Alors, Robert Salas a demandé au MUFON, le grand organisme d'enquête, de faire une demande à l'Air Force d'informations sur cet incident puisqu'il semblait être devenu public. Oui. Et sans mentionner le sujet des ovnis. Sans mentionner le sujet des ovnis, voilà, pour que ça soit bien éveiller ça. Les soupçons. Voilà, pour être sûr qu'ils allaient répondre quelque chose. Et ils ont répondu. What did they say? Yes, the Air Force wrote back and said it's classified, secret, but because you requested under the Freedom of Information Act, in other words, we referenced a specific law in the United States that said they should release information after so many years. And because it's a long time ago, almost 30 years, they said, okay, we will declassify and send you documents. Voilà, l'Air Force a dit, ah bah oui, bon, puisque vous posez la question, eh bien, et que de toute façon c'est déjà ancien, c'est vieux de 30 ans, c'était encore secret, mais nous allons quand même vous communiquer, puisque vous le demandez en vertu de la loi de liberté de l'information, FOIA aux États-Unis. Donc on va vous envoyer le rapport. So they sent the report. Yes, they sent documents and I said, okay, no longer secret. Then I start talking. So, because I thought it was my case, but it was not my case. The Echo flight was another case that happened a week before my case. But I didn't know that then. I didn't know it was not my case. So, but still I was talking. I started talking about it. Donc, Robert Salas dit qu'il a décidé de commencer à parler de ce qui lui était arrivé.
il pensait que c'était son affaire. Lui, en fait, c'était pas tout à fait son affaire parce qu'il y avait eu l'incident sur le deuxième site en même temps, mais ça fait rien. Il a commencé à en parler. So what happened next? So next, I started speaking on the radio and on television. I gave interviews, and from those interviews, I was able to retrieve more witnesses and more documents, more statements from people who had knowledge. Mm-hmm. For example, the investigator that investigated the case for the Boeing company. Uh-huh. And Ray Fowler. Mm-hmm. And Ray Fowler came forward, and then I was able to contact my commander, Mm-hmm. Frederick Mywald, and the commander of Echo Flight and the deputy commander, Eric Carlson and Walter Fiegel. Yes. Donc Robert Salas a commencé à parler un peu partout, la radio, et à contacter d'anciens témoins, notamment le commandant de son unité et un ingénieur de Boeing, également un enquêteur, Ray Fowler, qui est bien connu des ufologues, qui travaillait sur ces questions aussi dans une société. Et donc, il a commencé à pouvoir reconstituer l'histoire. C'est classique comme démarche. C'est intéressant, ça, c'est un témoignage vraiment précis. But Robert, please, when you start speaking, you had no problem with authorities, with army, with nobody? Quand vous avez commencé à parler, Robert Salas, est-ce que vous avez eu des problèmes avec les autorités, avec l'armée, avec quelqu'un? Did you have the totally freedom of speech? Well, yes, I had no problem. Yeah. And I think the reason was because I was telling the truth. And I could prove I was telling the truth because I had witnesses now. I had witnesses and I had documents and I had the Air Force saying no longer a secret. Officially, they said no longer a secret. So voilà. They couldn't argue. Robert Salas n'avait pas peur parce que c'était plus un secret. Ce n'était plus un secret. Il avait pouvait... des témoins, il avait des documents de l'Air Force et l'Air Force disait bon, ce n'est plus secret, on peut en parler. Just to finish my question, Robert, why do you think it was not a secret anymore? Pourquoi avez-vous pensé que ce n'était plus un secret des années après alors que ça l'avait été auparavant? I think what happened was because we sent the request to Air Force Archives, which was handled by a low-level airman. He was just following procedures. Just following procedures. We didn't say anything about UFOs, and so they said, okay, we're going to declassify, send you documents, but they didn't realize they didn't know what they were doing. That this was a serious matter. This was an important matter, yes. Ouais, c'est intéressant aussi ça comme aspect parce qu'il a affaire à un responsable de niveau plutôt bas en ne parlant pas d'OVNI, et donc il a dit bon ben oui, on peut publier. C'était un incident technique parce qu'on pensait, ça avait été dit, que c'était une panne technique. Je vais peut-être quand même poser une question qui me semble importante ici pour bien comprendre la nature de cette déclassification. Tout à fait. Et juste après, nous ferons une petite respiration musicale. D'accord. Quel était le niveau de classification de ce document? What was the level of classification of this document? Secret. Okay. Secret. Okay, because I guess there are special procedures to declassify. Some staff is able to declassify top secret or secret documents, and other are able to declassify confidential and not secret documents. That's right. That's right. La You're question correct. La question pour les auditeurs, c'est quel était le niveau donc, de ces documents? C'était secret, c'était pas le niveau le plus élevé. Il y a des procédures plus strictes, plus sévères pour les documents de niveau très secret, top secret. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2 ici-et-maintenant.com sur Internet. Notre invité est aujourd'hui Robert Salas. Il est interviewé et traduit par Gildas Bourdet et par Fabrice Bonvin. Je vous rappelle que l'émission La Vague d'OVNI, c'est tous les mardis soirs à partir de 23h et le dimanche de 14h à 16h.
Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2, c'est l'émission La Vague d'OVNI, c'est chaque mardi soir à partir de 23h, le dimanche de 14h à 16h. C'est une émission proposée et dirigée par Didier Deplège, animée par Alexandre. Nous recevons aujourd'hui Robert Salas, il est interviewé et traduit par Gildas Bourdet et par Fabrice Bonvin. Gildas, je vous rends la parole. Alors, dans cette deuxième partie, nous allons discuter de cette question du secret sur les ovnis, parce que ça intéresse beaucoup de monde, c'est une question absolument centrale et il faut vraiment qu'on en parle. Et je pense que notre invité Robert Salas est très très bien placé pour en parler. Donc je vais lui demander un petit peu de nous dire comment il comprend cette question du secret. Robert Salas, I think the French public would like very much you to tell a bit what you think, to tell us how you understand this question of secrecy. Is there, because some people believe that there is no secrecy, actually. For instance, Colonel Alexander has published a book. Colonel Alexander vient de publier un livre, c'est un ancien militaire colonel qui a travaillé beaucoup dans les services secrets, qui a publié un livre récemment très documenté, un gros livre, qui dit non, il n'y a pas de secret, en fait. He says there is no secrecy. Well, I don't know how Colonel Alexander could draw that conclusion, because I know for a fact there are many documents that were secret, that were withheld from investigation committees, and Colonel Alexander himself was a member of the intelligence community. So, and we do know that intelligence people use disinformation to try to confuse the public and hold secrets from the public. Donc il y a bien en effet une politique du secret aux États-Unis et ailleurs. Et en fait, les gens qui disent qu'il n'y a pas font en fait de la désinformation. Et il y a un exemple récent, c'est celui du colonel Alexander, qui a publié un livre tout à fait récemment, qui explique qu'il n'y a pas de secret en fait, que c'est pas vrai. Et en réalité, c'est un ancien du service de renseignement lui-même qui a fait toute une carrière dans les services secrets et qui fait en fait de la désinformation en réalité. Je vais peut-être poser une question. Speaking about disinformation, were you yourself the target of some disinformation action? Je pose la question de savoir si M. Salas lui-même a été victime de tentatives ou d'actions de désinformation. I think so. I think I can't prove that I was a target, but there have been individuals that have spoken about my case and said it was a lie. But as you saw tonight in my presentation, I have many witnesses that tell the truth of this, and documents, and I'll let the public judge for themselves as to whether or not I'm telling lies. I'm convinced that I have good evidence and a very strong case, one of the strongest cases, I believe, in the UFO community. Alors Robert Salas répond que oui, il a été, en effet, il y a eu des tentatives un petit peu d'intimidation ou de le déstabiliser, mais que ça n'a pas réussi car il a un dossier extrêmement solide avec de nombreux témoins, des documents, et que donc on ne peut pas vraiment l'attaquer là-dessus. Fabrice, Gildas? Alors, donc, la question du secret, je continue. Je pense que c'est comme, on peut essayer d'aller un peu plus loin et de s'interroger. Vous l'avez fait dans votre livre. Alors, il faudrait quand même signaler le livre de Robert Salas et James Klotz, qui est tout à fait remarquable sur cette affaire et qui réfléchit aussi à cette question du secret. Ça s'appelle Faded Giant. Et peut-être pourriez-vous nous dire qu'est-ce que ça signifie Faded Giant, by the way? Can you tell us about Faded Giant? Yes, Faded Giant is an acronym, Yes. Just like a code word for a nuclear accident, nuclear incident. The Air Force used it to describe any a nuclear incident or accident.
So that's where we got the title for the book, Faded Giant. I had the wrong idea about it. Je croyais que... I thought it was a code name for some types of big UFOs, maybe. No, that's not the case. No. Ce titre bizarre, Faded Giants, c'est un jargon militaire américain qui fait référence à des incidents ou accidents d'ordre nucléaire, d'armes nucléaires. Et on est en plein dedans, là, en fait. Hein. Donc, je crois que Robert Salas, vous discutez de cette question du secret. Pourquoi, quelles peuvent être les raisons de cette politique du secret? So you discuss in your book what may be the reasons for this policy of secrecy. Yes. Can you talk about I think the main reason could be that our government is unable to control this phenomenon. In other words, they cannot control, I believe this phenomenon is related to extraterrestrial beings, and they cannot be controlled. They are so advanced. It would be difficult to explain to the public how they can effectively control the situation. So they can't control the situation. The other reasons, of course, involve the acquisition of technology, of extraterrestrial technology, advanced technology, which I think has been received or has been analyzed and put into some things that have been produced. Alors, la raison principale, selon Robert Salas, de cette politique du secret, c'est que ils se rendent compte, les militaires américains se rendent compte, et pas eux seulement d'ailleurs, d'autres, dans d'autres pays, se rendent compte qu'ils ne se maîtrisent pas, qu'ils n'arrivent pas à contrôler cette situation, qu'ils se sont comme dépassés par des êtres venus d'ailleurs, des extraterrestres, qui sont très avancés, et que donc c'est quelque chose qui serait très très choquant à révéler comme ça brutalement au public. Ça serait un choc trop grand. Et puis d'autre part, deuxième raison, ils essaient de collecter de l'information et d'acquérir des connaissances technologiques secrètes. Sans doute, je vais lui demander à la suite de crash d'OVNI peut-être. Hein. And this information, technological information they try to get is perhaps after having retrieved some crashed UFOs. Huh? Yes, of course. Like in Roswell, maybe? Like in Roswell, yes. I absolutely think objects were retrieved at Roswell and other places. Voilà. Donc, Robert Salas confirme que pour lui, il y a un effort pour collecter de l'information technique, pour essayer d'analyser et d'acquérir des connaissances, notamment à la suite, après la récupération d'OVNI accidentés comme celui de Roswell. Fabrice Bonvin. Oui, peut-être juste pour revenir sur un élément important de la conférence de Robert, il a pu nous montrer des documents qui ont été déclassifiés par l'armée américaine, et dans un de ces documents, il fait mention d'un autre document classifié secret auquel il n'a jamais eu accès, et enfin personne finalement. Donc ma question, je dirais, pour Robert, est de savoir est-ce que en fait, la mention de ce document qui n'a jamais été rendu public alors que d'autres documents ont été rendus publics pourrait, si on veut, d'une certaine manière, mettre en exergue le fait que certains documents sont déclassifiés et d'autres pas, et qu'il y a effectivement, en dépit de la Freedom of Information Act, je dirais un petit peu des déclassifications à deux vitesses, ou une fausse politique de divulgation. Fabrice, oui. Traduis ta question à Robert. So, Robert, you show a very interesting document today. It was the release document that was mentioning, the secret document that you were never able to see, by the way. Yes. So my question is that, is it, the indication or the sign that some documents are never released, now withheld forever, and there is two steps declassification, or two level of documents. One are
released and the other are kept secret. Yes, that's correct. I spoke about a previous telegram where the Air Force admitted that UFOs were involved in the missile shutdowns, and but we weren't able to receive that telegram, even though we received a subsequent telegram where UFOs were not mentioned. And the fact that one of my witnesses, Colonel Arneson, verified that he saw that telegram stating specifically that UFOs were involved in the missile shutdowns. D'accord. Fabrice. Oui, donc alors effectivement, tout indique qu'il y a une, si on veut, une déclassification à deux niveaux. Enfin, il a reçu des documents qui ont été rendus publics, qui sont, je dirais, de moindre intérêt par rapport à un document original qui mentionne effectivement le fait que les missiles ont été, je dirais, désactivés par les OVNI, qu'il le dit clairement. Et ce document a été vu par son responsable direct qui a dit oui, effectivement, ce document, je l'ai eu entre les mains, mais il n'a jamais été rendu public. Donc ceci montre bien qu'il y a en fait encore une politique de secret qui est en cours. Voilà, tout à fait. Gilles Dabordé. Alors voilà, donc moi je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. J'en suis tout à fait convaincu. Ça fait 20 ans que j'étudie la question du secret et je suis tout à fait d'accord avec ces idées. Mais ce que j'aimerais maintenant, c'est que, Robert Salas, c'est que vous nous disiez un petit peu quel est votre sentiment profond sur cette politique du secret et sur est-ce qu'il faut demander la levée du secret. So what is your viewpoint, your deep point of view on secrecy? And in your book you say that you are in favor of disclosure. You want disclosure. Yes, yes. Talk about that. Yes, because if this is maintained as a secret, then this is one of the most important discoveries of mankind. Mm-hmm. And the government knows this is true. Right now, government is claiming that there's no reason to worry about UFOs. There's nothing to it. The Air Force has come out with an official statement that they no longer investigate UFOs and they have no effect on our national security. Both of those statements are false. They're absolute lies. I accuse the Air Force of lying, and the governments of the world also. Mm-hmm. But what this does is, when they keep this secret of such an important event, it allows a secret organization within government to yes, please. Je traduis. Let me translate. So, Robert Salas dit qu'il y a en effet des raisons pour lesquelles ce secret est maintenu, mais il pense, lui, qu'il faut, on va développer tout de suite, qu'il faut lutter pour la fin de ce secret. Et disons que il y a un danger si on continue sur cette politique du secret, c'est que l'on cache cet événement qui est considérable, c'est l'arrivée sur la scène mondiale de ces ovnis, de ce qui a commencé en 1947 à grande échelle. Si on continue à refouler tout cela, à nier tout cela, on risque d'arriver vers un monde où il va y avoir deux niveaux de gouvernement, deux niveaux de connaissance, et que ça peut devenir dangereux pour la démocratie. So, this may be a danger for democracy, right? Absolutely, yes. Danger Tell for us democracy. about that. Yes. Well, if there is a secret organization within government controlling this information, very important information, they may be speaking for all of humanity without our input, without our say on how we should handle this question of extraterrestrial life visiting our planet. But it allows a small group of people to control government in many ways. Ok. Voilà.
Le danger, nous dit Robert Salas, est que cette politique du secret permet à un petit groupe de gens d'acquérir des connaissances, de s'éloigner du gouvernement normal, d'avoir une sorte de deuxième gouvernement et qui devient complètement non démocratique. C'était très dangereux pour ça peut devenir dangereux pour nos démocraties. Oui. Fabrice ou Gilda ou Oui, justement, j'ai une question qui me vient à l'esprit ici. Vers la fin de sa conférence, Robert en fait, a parlé de ce qui pense être un petit groupe qui contrôle cette information, le dossier OVNI, qu'il appelle la cabale. Il dit aussi avoir commencé une espèce de diagramme pour montrer en fait, quels sont les acteurs et peut-être les organisations qui sont en place dans le contrôle de ce secret. Donc ma question pour lui serait de savoir, est-ce qu'il a déjà commencé à identifier qui sont ces gens, à qui ils sont reliés et comment ils fonctionnent. So my question is that you presented about the cabal, this notion of this concept of cabal. You show a little pictures of a diagram, maybe with some organizations or members involved. So have you already started to identify who are these members and who are they related together and for whom they should work? Or, Yes, what I've done is try to identify the functions of the cabal. There are various functions which must be there, right? They must have financing, secret financing. They must have scientists working on the information they retrieve from the technology. They must have control of witnesses in various ways, either by threats or many methods to control disclosure by witnesses. There are other functions which I've identified, and that's how I came up with the organization. But I'm still working on it, and I will put it in my new book. Hope to have this book published by the end of the year. Fabrice Bonvin. D'accord, alors il n'a pas encore de nom à proposer au sein de cette cabale, mais en fait des fonctions, dit qu'effectivement il y a une composante financière. Donc l'idée est d'avoir des fonds secrets pour pouvoir financer en fait, cette organisation. Deuxième, des scientifiques pour mener à terme des recherches, par exemple de rétro-engineering sur les ovnis qui pourraient être récupérés. Et puis aussi une troisième facette qui s'occuperait de menacer ou de contrôler l'information. Alors il continue à travailler dessus et ça fera l'objet en fait, de son prochain livre en fait, sur le phénomène OVNI. Oui, j'ai un petit commentaire sur cette question des fonds secrets, des finances secrètes. Je reviens sur ce livre du colonel Alexander qui est très discuté en ce moment en France. Le colonel Alexander dit mais non, c'est pas vrai, il peut pas y avoir de fonds secrets, c'est pas possible parce que c'est pas possible de cacher des sommes considérables. Et ça, c'est pas vrai. Je suis persuadé que c'est pas vrai. Le colonel Alexander argues that in his book that it's impossible to hide so big funds. I see that you are laughing and I am laughing too. There is an example. There is a historical example which is everybody knows today. The atomic bomb was built in total secrecy during the war. And it cost $2 billion at the time, which makes I don't know how many billions dollars today. And the Congress didn't know anything. Le Congrès ne savait rien pendant la Deuxième Guerre mondiale sur la construction de la bombe atomique qui a coûté 2 milliards de dollars de l'époque. Donc on peut cacher des fonds. C'est possible. Il y a des exemples historiques flagrants, en fait. Robert Salas. Yes, there are many examples of government keeping secrets for a long time. Yes. Another example is the CIA program of capturing people and for interrogations at secret prisons. Secret prisons, yes. There are other examples we can give, but yes, it is very possible to maintain the secret, especially since one of the ways to keep this question of UFOs from getting to the public is to ridicule the idea of UFOs and ridicule witnesses. Yes.
Donc, Robert Salas dit que bien sûr, oui, c'est possible de cacher des fonds de très grande ampleur, qu'il y a d'autres exemples, et qu'une autre arme pour cacher tout cela, c'est de tourner en ridicule les témoignages, hein, de ridiculiser les gens qui témoignent et que ça se pratique énormément en fait. Nous n'avons plus beaucoup de temps à passer ensemble, hélas. Donc, messieurs, je vais vous demander d'ouvrir un feu nourri de questions envers Robert Salas. Gilda ou Fabrice d'abord, c'est comme vous le souhaitez, mais vous pouvez en poser plusieurs. Hein. Moi, c'est aucun problème pour moi. Fabrice ? Moi j'en ai une. Hein. Alors, allez-y, Gilda. Non, moi j'ai une question qui est amusante. Je pense que Robert Salas, c'est un peu notre Julian Assange à nous en ufologie. J'aimerais savoir ce qu'il en pense. Robert, I think you are a little bit our Julian Assange, you know, the founder of WikiLeaks for ufology. Yes. Do you think it corresponds to you? I'm sorry, I didn't understand the question. You know the Julian Assange? I don't know him, but I've heard of him. I know who he is. Yeah, yes. you know. WikiLeaks. If I call you the Julian Assange of UFO, would you agree? Well, I want to make sure the public knows this information, so I've been speaking about it. Yes, I'm a whistleblower. You are one of the main whistleblowers, but you have some colleagues too, huh? On that field. Yes. Like I'm thinking of Edgar Mitchell, for instance. Edgar Mitchell. And a few we others. had 6 other witnesses at the Washington conference. At the big Washington conference. And there are astronauts, Edgar Yes. Mitchell, like you say, other astronauts that have come forward and said this is true. This is a real phenomenon. Yes. Voilà. Donc oui, je suis l'un des whistleblowers, des sonneurs d'alerte, on traduit ça en France, des lanceurs d'alerte, qui révèlent des choses, un peu comme Julian Assange. Donc, et oui, nous sommes un certain nombre. Il y a eu une grande conférence en 2007 à Washington, a press conference, with several other witnesses. Yes, avec yes. toute une série d'autres témoins. C'est très important, ça, en effet, cette conférence. Moi, j'ai eu une dernière question. Oh, bah, tu pouvais en poser d'autres. Hein. Ah oui, bien sûr, moi j'ai tout mon temps. Oui, mais Robert Salas n'a peut-être... Ça dépend de vous, messieurs. Il commence à être ça dépend fatigué. de vous. Il m'a dit qu'il commençait à être fatigué tout à l'heure. Gilles Dabordé, on vous écoute. Alors, j'étais intéressé par votre... I was quite interested by your development at the end, at the end of your speech, about the relationship between UFOs and religious beliefs and also the historical aspects of that. Could you talk a little bit about that, maybe? Well, I showed a video. Je traduis, I translate. Donc je demande à Robert Salas s'il pourrait nous parler un petit peu, pour élever un petit peu la discussion pour la fin. Est-ce qu'il pourrait nous parler donc de l'aspect historique de tout cela et des relations que ça peut avoir avec les convictions, les croyances religieuses, avec les religions? Yes, 2 things. One is I showed a video, and I thought it was an excellent video of an actual UFO flying over a Catholic ceremony over... Mexico, huh? No, this was in Peru. Peru? Peru. Yeah. In 2000. Clearly seen UFO during the ceremony. I translate. Yes. Robert Salas a montré à la fin de son exposé une remarquable vidéo où on voit une grande cérémonie religieuse au Pérou avec beaucoup de monde et dans le ciel il apparaît un ovni en fait, mais on le voit très bien. Hein? Mm-hmm. C'est une belle vidéo. Yes. So certainly I think the extraterrestrial beings are interested in our culture, our religion, everything about us. They are interested. And I mentioned also that they have been visiting our planet for possibly thousands of years. There's evidence of that in paintings, in drawings, and in text, in text, and in Native American or indigenous cultural sketches, drawings. Yes. Voilà. Oui, il y a donc, dit Robert Salas,
manifestement une dimension historique et religieuse dans tout cela. Et on a des exemples, enfin des indications de tout cela dans les textes anciens. Bien sûr, tout le monde pense à certains passages de la Bible ou d'autres textes. Donc dans les images très anciennes aussi, toute la mythologie, etc. Donc c'est vraiment une dimension importante. Je crois que c'est intéressant de dire cela ce soir aussi. Une dernière question, Fabrice Bonvin. Oui. Et après on laissera la conclusion à Gilda. Effectivement, ce qui m'intéresse en particulier, c'est la relation entre ovni et nucléaire. C'est vrai que j'ai fait un certain nombre de... C'est pas une question là, mais c'est quelques observations quand même qui me semblent importantes. J'ai fait quelques, analyses qui sont tout à fait vérifiables au niveau du stockage des ogives nucléaires historiques. On voit que le plus haut historique du nombre d'ogives nucléaires stockées est en 1966-67, époque où il y a eu tous ces incidents, où la plupart des incidents en fait d'intervention d'OVNI sur des missiles. C'est l'apogée. Missiles, voilà, c'est l'apogée. On voit aussi que la vague d'OVNI, première grande vague en Europe d'OVNI de septembre-octobre 1954, correspond avec les premières ogives nucléaires entreposées en Europe, c'était en Angleterre, c'était par l'entremise de l'OTAN, etc., etc. Donc un petit peu ma question, c'est de savoir si par exemple demain, et j'espère qu'on puisse le faire, on enlève toutes les ogives nucléaires sur Terre, est-ce qu'on aura encore des ovnis? Tu traduis ta question? Ouais, okay. Just my question. I was making a little history of the relationship between UFO and nuke. And I would like to ask you, if we remove all, nukes and missiles on Earth, will we have still UFOs, in your opinion? Well, they are here. They have announced that they are here, so they will not be going away. We have a relationship with these extraterrestrials. They know we're a species. And we're evolving. We're evolving as humans. We're becoming more intelligent, but they're concerned that we will destroy ourselves. We will destroy life on Earth, and we may hurt them. We may hurt the environment around our planet and in our solar system, the environment. So, yes, they are concerned. Traduction. Donc Robert nous dit oui, effectivement, de toute façon ils sont là, ça fait un moment qu'ils nous observent et ils continueront à nous observer. Ils sont, je dirais, préoccupés par notre évolution, ils veulent voir un petit peu comme ils se débrouillent, mais surtout ce qu'ils veulent éviter, c'est qu'on se détruise et qu'on détruise notre environnement immédiat et aussi plus lointain du système solaire. Mr. Salas, just before Gildas Bourdet ask you the last question, you say this at the moment that they are looking at us and just wait for us to not destroy the earth. But you think they are positive, they are benefic, they are good? Faut traduire. Robert Salas, vous avez dit il y a quelques instants que il faisait attention à nous, à ce qu'on ne se détruise pas, à ce qu'on ne détruise pas l'univers. Est-ce que vous pensez qu'ils sont positifs? They are friends of us? Well, it's just my opinion. Yeah, of course. They would like to see us evolve. Yeah. They would like to see us survive and grow. Socially, not be so violent and fight wars all the time. They would like to see us become better citizens of the universe, right? Citizens of the galaxy. Yeah. I think they would like to see us succeed as a species. I think life is precious in the universe, and that's if you consider that good. Yes, I think they're cheering for us to be successful. Robert Salas nous dit que ils pensent qu'ils sont bons, ils sont là pour protéger notre alliance avec l'univers, avec la planète, entre êtres humains, nous aider à évoluer. But just last question, why do you think it? Why do you think it? You can't say this because it can't be a feeling. It's because you have something. Well, the reason I think it is because, in my case, my incident,
they simply shut the missiles down. They did not destroy, they did not attack us. Yeah. It's a good answer. They just wanted to give us a message. The message is, if you want to survive and grow, get rid of your nuclear weapons. Get rid of them. Stop, little child. Stop, little child. Oui, bien sûr, Fabrice, sans problème. Donc, pour traduire, en fait, c'est pourquoi est-ce qu'il pense ça? Pourquoi est-ce qu'il est assez sûr de lui? C'est parce que les missiles ont juste été désactivés et ils n'ont pas été détruits. Donc, c'était une petite tape sur les doigts pour nous dire attention, vous allez un petit peu loin. Faites attention. Juste cette question à faire réagir Fabrice. Après, on donne la dernière question à Gildas Bordet. Une très courte question, Fabrice. Oui, très courte. Non, je pensais à un incident qui a eu lieu en 1964 où effectivement un ovni aurait tiré 2 rayons sur une ogive nucléaire factice au-dessus de la base de Vandenberg. Qu'est-ce que Robert en pense? Robert, I was thinking about an incident, Vandenberg incident, 1964, where UFO shot 2 beams, at a factice nuclear missile. What do you think about that? Same action. Yeah. The case you're speaking of was with Mr. Robert Jacobs. He was a lieutenant. Took a video of test flight of a missile and the nose cone. The nose cone, when they looked at the video, they could see a UFO flying around the nose cone, shooting beams of light at the nose cone, and actually deflected the nose cone so it missed the target. It was a test, right? But again, it was a message by the UFO that this is not good. This is not good. Voilà, c'est ça. C'était donc alors le micro, messieurs, n'oubliez pas le micro, s'il vous plaît. C'était un petit peu plus violent quand même. C'était quand même des tirs sur une ogive. C'était un message qui était un petit peu plus fort. Un petit peu plus violent, mais c'était une fois de plus ce symbole de la tape sur les doigts. On ne fait pas exploser la planète parce que quand même, on peut peut-être vous sauver encore. J'ai abordé la dernière question de cette émission. Devant le micro, ça m'aidera énormément. Alors, une dernière question, puisque je dirais que là, nous venons de discuter tout l'aspect positif de tout cela, mais nous savons qu'il y a quand même d'autres aspects qui sont quand même plus difficiles à expliquer, qui sont plus inquiétants, comme toutes ces histoires d'enlèvement, de mutilation de bétail. Et j'ai envie quand même de demander un petit peu, parce qu'on est quand même dans un univers très complexe. Je crois qu'on pourrait quand même dire un mot sur cela pour t'amener. Robert Salas, we are very glad that you discussed the positive aspects of all that. But we know that there are some other aspects which are not so positive, which don't look so positive, like abductions and cattle mutilation. So perhaps it is a very complex world. Yes, this is a complex phenomenon. Like you say, we have cattle mutilations, we have abductions of humans, which I believe has been going on for a long time. It's very much a part of the phenomenon. So they have an agenda. The extraterrestrials have an agenda with respect to humans and them, and we don't understand what their agenda is. We don't understand why they abduct us and do experiments. They have done experiments on humans, yes. Alors, d'accord, dit Robert Salas, c'est un univers complexe. Nous avons affaire à des aspects très bizarres, très complexes, que nous ne comprenons pas, comme les histoires d'enlèvement. Par exemple, nous ne savons pas ce qui se passe, mais disons, ça ressemble à des sortes d'expériences qui sont menées sur nous. Donc voilà, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. C'est quand même très difficile. Nous arrivons hélas déjà à la fin de cette émission. Je remercie énormément Gildas Bordet pour la traduction et les questions posées. Fabrice Bonvin aussi. Mr. Salah, thank you very much for being here tonight. Thank you very much. Rod Salas and the book of Mr. Salas.
Faded Giant. Faded Giant. Peut-être qu'on va le traduire un de ces jours quand même. En espérant qu'on le traduise en France un de ces jours. Et merci énormément aussi à Gérard Lebas, sans qui rien n'aurait été possible non plus. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant 95.2, ici et maintenant.com. C'est l'émission La Vague d'OVNI. C'est le mardi soir à partir de 23h, le dimanche de 14h à 16h. Émission proposée et dirigée par Didier Deplège.